burundaise, le Rwanda se prépare à faire sauter les verrous du Sud Kivu à partir du Burundi. Le Rwanda veut attaquer le Burundi pour fragiliser cette alliance entre le Burundi et la RDC. Quand il y aura la guerre au Burundi, les Burundais ne seront pas allés protéger Uvira et une partie des M23 qui viennent de terminer la formation, les 7000, vont forcer le passage d'Uvira. Entre-temps, le Burundi sera occupé à se battre avec le Rwanda du côté de sa frontière nord. Donc, chers amis, l'année dernière, nous avons vu le président burundais, Emmanuel Ndayishimiye, devant les diplomates accrédités au Burundi. Ce dernier s'était adressé à ces diplomates avec des mots durs. Ndayishimiye il était très dur. Voilà, je crois que c'est ça. D'où ça vient? Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont en proie pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée. Attendez. Pourtant, sont en proie pour des guerres et du terrorisme avec complicité de certains pays occidentaux. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter, la guerre sera généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, c'est au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi, j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si ce plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR,
Est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que la RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça, c'est un. Si on parle de M23, moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord. Parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonné, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement. Comme ça, les Congolais sont à part. Et puis les Congolais vont entamer le processus de paix. Et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème, c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabignon. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur une autre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lomangabo. On a envoyé les chefs d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là. Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent le combat. Pourquoi? Alors que chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de les négociations de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement. Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix. D'abord, pour négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. La première chose, c'est le désengagement des forces pour ramener la confiance entre les parties en conflit. Que ce soit le Rwanda, que ce soit le RDC. Il faut que d'abord, il y ait cessation des hostilités, que les forces se désengagent. Comme ça, on crée un climat de confiance. Les gens vont se parler sans inquiétude. Or, entre les États, comment c'est fait? Voilà. C'est que les forces dans notre... Vous avez compris. Europas größtes Finanzevent für Frauen. Nicht für Hedgefondsmanager, nicht für Investmentbanker, sondern que le président du Burundi avait déjà averti les diplomates parce qu'il sait que c'est eux qui soutiennent Kagame. C'est la France et quelques pays comme le Luxembourg et tout ça qui sont derrière Kagame. Et là, pour avancer vers le Katanga, c'est devenu impossible. Ils ont tenté dans les montagnes, du côté de Minembwe, tout ça pour contourner. Là-bas, on les a massacrés sérieusement. Kagame est revenu à la raison. Il s'est dit, Uvira, c'est impossible parce que il y a près de 8000, même 8000 militaires qui sont là. Les Ouazalendo, vous avez presque 20 000 Ouazalendo qui sont là. Donc, ça devient impossible de passer par Uvira.
Et chaque fois que l'armée rwandaise et les M23 avancent, on les bombarde. La seule solution maintenant, c'est passer par le Burundi. Donc, comme le Burundi porte soutien, le Burundi est devenu la base arrière des FARDC, parce que les avions de chasse, tout ça, la base c'est au Burundi. Ils ont dit, bon, nous allons attaquer le Burundi. Semble-t-il que le président burundais est très en colère, il attend. Il a dit, si il y a seulement une seule balle qui est tirée sur son territoire, il ordonne la population et l'armée à s'occuper du Rwanda. Ce ne sera pas seulement la population, l'armée seulement, même la population va accompagner l'armée. Ce sera la fin de Kagame. Quand il sera attaqué sur son territoire, le FARDC attaqué de l'autre côté, fini. C'est très sérieux. Là-bas, on ne joue pas, on ne fait pas des choses qui se font chez nous. Chaque jour, nous, une armée de plus de 100 000 personnes, sommes incapables d'attaquer le Rwanda. Nous, nous respectons le cessez-le-feu pendant que ces gens-là, ils s'en foutent du cessez-le-feu, en train de tuer les gens. J'espère que l'armée congolaise ne va pas nous décevoir comme d'habitude. Où ils vont encore dire non, voilà, cessez-le-feu. Non. Le Rwanda avait le soutien des États-Unis. Maintenant, ce soutien est tombé. C'est la RDC qui a le soutien des États-Unis. C'est le moment de frapper fort et remplacer Kagame par un autre président. Il y a un nom qui circule aux États-Unis du remplaçant de Kagame. Il faut que la RDC puisse forcer la main aux Américains à se débarrasser de Kagame. Je ne peux pas donner ce nom, mais je crois que les Kagame là sont introduits aux États-Unis, même s'ils ne sont pas dans les camps républicains, mais ils ont des informations. Ils sont au courant, ils savent. C'est une question que la RDC puisse se défendre correctement et vous verrez que les Américains ne vont rien dire. Mais si la RDC continue à avoir cette posture-là, où on ne sait pas avancer, on recule, on ne fera rien. Avec notre chef d'état-major là qui n'a aucune stratégie pour la reconquête, on n'ira nulle part. Donc, il est temps que les FARDC se préparent à attaquer sans recul une semaine de combat. C'est-à-dire, les armes doivent être disponibles, les munitions disponibles, les véhicules de transport doivent être disponibles. Donc, si les militaires sont au front pendant 3-4 jours, il faut les relever, envoyer de nouveaux avec 100 frais. D'autres se reposent aussi dans la ville pendant une semaine, ils rentrent au front. Si on le fait pendant une semaine, l'affaire là est finie. Les bêtises là, terminées. Avec Dieu, nous vaincrons. L'accord de Washington tient toujours.